Aujourd'hui, à ISQ Média, Christian et moi, on rencontre Patrice Calabrini pour parler de la saison 2019 des Capitals. Bonsoir Patrick, merci d'être là avec nous autres pour faire un récapitulatif de la saison 2019 des Capitals. Écoute, Capitals ont raté les séries, troisième fois seulement en 21 saisons, c'est quand même pas si mal que ça. Mauvaise météo au début, surtout à domicile. Comment un coach vit ça, un début de saison comme ça? Ben, c'est sûr que la météo, c'est un facteur plus ou moins important pour nous au niveau opération baseball parce que on s'y attend, surtout en étant à Québec avec des saisons qui s'amorcent en mai. Mais non, écoute, ça a été une saison remplie de rebondissements et de défis. Beaucoup d'erreurs mentales au début de la saison des joueurs. Oui, vraiment. On est parti en fait avec une équipe très très jeune pour différentes raisons, pour les raisons qu'on connaît. Donc oui, on avait beaucoup de jeunes sur le terrain et les erreurs mentales sont été très fréquentes et sont venues nous hanter. On a perdu une tonne de matchs par un point à peu près, souvent en grande partie liées à ces Considères-tu que c'est des erreurs mentales sur les sentiers ou en défensive qui ont coûté le plus de matchs cette année? Je veux dire, c'est sur les sentiers et offensivement, je pense. On a eu plusieurs opportunités là, avec un coureur au troisième but avec moins que 2 retraits qu'on ne faisait pas compter, chose qui est pas pardonnable là, au niveau professionnel, à tout le moins qui se répète. Donc, je pense que c'est ça qui nous a fait le plus mal en bout de ligne, là, ça, les erreurs mentales sur les buts de certains de nos joueurs. Après 3 semaines, 4 victoires, 14 défaites, on panique ou on est patient? Sans dire qu'on panique, on se gratte la tête et on se demande qu'est-ce qui se passe puis quand ça va se revirer de côté. Là, parce qu'on n'avait jamais vécu de moments si sombres, donc on disait que c'était inévitable que ça allait revirer de bord, qu'on allait se replacer avec tout ce qui s'en venait, avec nos Cubains qui allaient arriver, avec finalement le moment où on allait avoir une équipe complète. D'ailleurs, Patrick, tu parles des Cubains. Ce qui a retenu l'attention, à part la fiche de Fister cette année, c'est l'arrivée tardive des joueurs cubains. C'est sûr que c'est pas de votre ressort. Ça t'a-tu dérangé? Ça a-tu dérangé le coaching staff à un moment donné dans ce début de saison-là, en se disant, oh non, pas encore une autre affaire qui arrive là, avec le début de saison que vous avez eu? Bien, c'est certain. Puis c'était très présent dans la chambre des joueurs et de notre côté. On en parlait souvent. Au début, on disait... ça sera pas long. On finit le camp d'entraînement, par exemple, sans notre arrêt-court, sans nos lanceurs partants, sans notre quatrième frappeur. Fait que là, les joueurs le savaient. Il y en a qui savaient qu'ils étaient là temporairement, mais on survivait avec ça. On croyait, à chaque semaine, on pensait qu'elle allait arriver et tout ça. Donc, c'est juste que ça a été très, très long. Puis on a été très mauvais avant leur arrivée. Puis on dirait que ça n'a pas été... on n'a pas été capable de revirer ça de bord, là, même après leur arrivée. Y a-t-il des choses qui peuvent être changées pour ce qui arrive plus tôt ou la procédure va être la même encore l'an prochain? Oui, il y a quelques petites choses. Ceci dit, cette année était une année différente et spéciale là, avec la fermeture de l'ambassade à Cuba pour différentes raisons. Le fait que soudainement, cette année, pour la première fois, les joueurs devaient aller physiquement à l'ambassade au Mexique et cette paperasse-là ne se faisait plus sur place à La Havane. Donc, c'est ce qui a amené les longs retards, le long retard. Donc, je pense que cette année, ça ne sera, si ça fonctionne toujours, là, cette année, ça ne serait plus le cas parce que je pense que l'ambassade a été réouverte et que ça devrait être donc, c'est une différence importante là, dans le processus. Oui, énormément. C'est bon. Une belle série de 5 victoires consécutives à la fin juin qui a redonné espoir aux partisans, qui a redonné espoir sûrement aux coachs puis aux joueurs. Mais après ça, difficulté d'aligner des séries de victoires de suite. Qu'est-ce qui a manqué dans l'équipe cette année pour aligner les victoires? Je ne sais pas, on dirait qu'on n'a jamais eu cette série-là, comme tu le mentionnes. Mis à part ça, on dirait qu'on avait toujours une nouvelle chose pour nous faire trébucher, puis on avait beaucoup de difficultés à se relever
à chaque fois. Il y a la blessure à TJ White qui s'est étirée, puis là, ça a été long à qu'on vienne. C'est le départ de tout le monde aux Jeux panaméricains. On se disait depuis le début qu'au retour des Panaméricains, ça allait être finalement le Nirvana, que tout le monde allait être de retour et qu'on allait finalement jouer à merveille tout le monde ensemble. Mais on dirait que ça n'a juste pas cliqué. Là. Parce qu'au mois d'août, l'équipe était là, l'équipe était complète, l'équipe était motivée, puis il n'était pas capable d'aligner des victoires. Exact. On a eu quelques beaux flashs, mais on dirait que ça n'a jamais levé avec cette équipe-là qu'on croyait, qu'on trouvait bonne sur papier. Sur le terrain, malheureusement, ça n'a jamais cliqué. D'ailleurs, tu viens de parler de TJ White, qu'on surnomme M. Sourire, là, qui est toujours de bonne humeur. Dans cette année de misère-là, ça a peut-être été un des seuls points positifs, mis à part sa blessure qu'il y a eu au début juin. Je pense que vous l'auriez eu toute l'année, peut-être que l'affiche aurait été différente avec un gars comme ça dans l'alignement. Je pense que oui, parce qu'à tout le moins, il nous aurait aidé au moment où on avait le plus de besoin de joueurs comme lui, tôt dans la saison, où on était très jeune et plus enclin à paniquer, je pense. Là. Avoir un TJ qui a cet effet calmant-là un petit peu dans la chambre aurait certes aidé. Mais tu sais, c'est facile de spéculer. Là. Mais c'est ça, c'est notre joueur le plus important. Pendant la saison, on s'est dit, avant ça, au début de saison, on s'est dit, un peu en évaluant la troupe, que c'est le joueur qu'on ne pouvait pas perdre. C'est notre joueur le plus important parce qu'il peut jouer à toutes les positions à l'avant-champ. C'est probablement notre meilleur frappeur. C'est le gars dans la chambre qui est un peu le plus rassembleur également. Là. Fait que ça nous a fait mal, tout ça. On va parler de 2020 plus tard, mais juste un petit extrait. TJ White va être de retour? Ou... J'adorerais ça. TJ, je pense qu'il veut continuer à jouer. Ouais. C'est toujours un peu la même histoire avec les joueurs de qualité comme ça. Là. Ils retournent chez eux, parlent avec leur agent, ils voient quelles sont les options là, dans leur carrière. Ouais. D'un gars comme lui, est-ce qu'il va essayer de peut-être aller jouer au Mexique, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres options en Europe si c'est en fin de carrière, s'il a le goût de voyager? Donc, de notre côté, c'est évident qu'on adorerait le revoir. C'est un joueur très important. Il peut avoir d'autres opportunités, là, carrément. C'est ça. On ne sait jamais. Lui a mentionné cependant que s'il retournait dans l'indépendant, il adorerait revenir à Québec parce qu'il adore ça ici pour toutes les raisons du monde. Monsieur Sourire numéro 1, c'est TJ White. Moi, mon Monsieur Sourire numéro 2, c'est Corey Bass. Souvent le sourire au visage. Corey Bass est venu sauver un peu le poste de receveur en défensive, là, parce qu'en début de saison, Little Shaw, en défensive, c'était pas extraordinaire. Il me semblait aussi avoir une excellente relation avec les lanceurs. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Oui, les lanceurs préféraient à peu près tous lui lancer. C'est un receveur défensif. Donc, c'est pour ça qu'on était allé le chercher, là, sachant qu'il n'allait probablement pas générer grand-chose offensivement. Donc, il est venu après les déboires des deux premiers de Brochure aussi qu'on avait tenté, qu'on avait essayé de tourner à la saison. Donc, c'était très difficile à ce niveau-là. Donc, il est venu nous aider beaucoup derrière le marbre. C'est ça, ça a été difficile offensivement, mais les lanceurs venaient tous nous voir un après l'autre pour nous dire qu'ils voulaient que ce soit Bass et non un autre. C'est quoi l'importance du poste de receveur dans une équipe de baseball? Ben, tu sais, c'est très important dans le sens où ce qui est le plus important, c'est les lanceurs, le pitching. Donc, si un receveur est capable d'au moins rendre les lanceurs confortables, en confiance, on a rempli notre boulot. Il y a des années où on peut survivre avec un receveur plus moyen, mais qui a une belle relation avec les lanceurs, puis on survit. Je pense à Adam Ehrlich, qui nous a rendu de fiers services sans être un excellent receveur. C'est un peu ce style-là. Fait que satisfait de Bass dans l'ensemble pour cette saison. Parce qu'il est venu combler ce qui manque. Quand TJ White s'est blessé, il y a un nouveau joueur qui est arrivé, Jalen Jackson, fiable en défensive, un bon coup de bâton, même que des fois, on voyait des flashs de Callian Sands un peu, il ressemblait un peu dans ce style-là. Je présume que lui, c'était une belle addition, puis c'est peut-être un gars que vous espériez réavoir aussi dans les prochaines années. C'est un gars spectaculaire. Hein? Tu as parlé de Sam, c'est drôle. Les deux comparatifs que j'ai eus de gens de différents âges, j'ai entendu Callian Sams, j'ai entendu André Dawson. Ah ouais? Comparatif, faut pas exagérer, mais quand même, c'est un gros bonhomme très spectaculaire qui peut changer le match d'une façon ou d'une autre. On a vu faire des jeux spectaculaires, il a volé des circuits plongés, des gros relais, des circuits très loin également. Donc c'est un gars comme il y en a rarement dans le baseball indépendant.
Il est arrivé ici un petit peu dépressif de sa, de sa libération. Il était dans une drôle de place dans sa vie. Donc, il a réappris à aimer le baseball, je pense. Il a dit à peu près toute l'année qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année. Donc, on a essayé de le convaincre un petit peu de poursuivre ça, qu'il y avait quelque chose de spécial comme talent, puis qu'on allait essayer de s'aider, de l'aider, à lui donner une deuxième chance, puis de retourner dans la file. Donc, on va voir comment son hiver se passe, puis on va voir si on est capable de le ramener. Il a donné ce que tu attendais en attaque, mais en défensive, je pense que tu as été un peu surpris. Hein? Énormément, parce que tu sais, c'est difficile d'avoir quand tu recrutes, d'avoir de l'information plus sur les joueurs en défensive. C'est parce qu'il y a moins de stats, il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Fait que je me suis informé, on m'avait dit qu'il était bon, mais pas à ce point-là. Puis offensivement non plus, tu sais pas. Il a joué dans le 2A, il a frappé plusieurs circuits, mais la moyenne était toujours très basse. Donc je m'attendais à beaucoup de retraits sur 3 prises, plus qu'il en a eu. Donc il peut avoir, admettons qu'il revenait, j'ai l'impression qu'il y aurait un impact encore plus gros parce qu'il serait plus à l'aise, il serait plus, il saurait un petit peu son rôle. À quoi s'attendre. OK. Dans les points positifs, on parlait de TJ White, on parlait de Jalen Jackson. Par contre, il y en a un qui a déçu. Gillies, fragile, les blessures, performance ordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Parce qu'on le voyait gros au début de la saison. Ouais. Ben, il y a eu quelques-uns qui ont déçu, soyons honnêtes. Mais Tyson Gillies, exactement. On espérait beaucoup plus. On se doutait que si on était capable... On savait que le défi avant d'amorcer la saison était que si on pouvait garder Tyson sur le terrain pour 80 matchs, 85 matchs, on allait gagner notre pari. On allait avoir gagné notre pari parce que c'est un athlète. C'est un phénomène, ce gars-là. Par contre, ça a été l'histoire de sa carrière. Il est constamment blessé. Cette année, ça n'a pas si bien commencé. On dirait que ça n'a jamais levé au niveau performance. Il y a eu des petits flashs intéressant du gars que j'avais vu jouer il y a quelques années et que j'avais tant aimé sur le terrain. Mais je ne sais pas si le corps suit plus. Mais c'était très difficile pour lui de jouer tous les jours. Et puis, à un moment donné, il a fallu il fallait prendre une décision. Ouais. Parlant de difficile, l'arbitrage cette année? Ouais, mais tu sais, ça, c'est autre chose. Je ne veux pas trop m'avancer là-dedans parce que c'est un peu la même chose à chaque année. Là. Je veux dire, on a des joueurs qui font plusieurs erreurs, on a des arbitres qui font plusieurs erreurs. Ça a été un... Mais il me semble que les coachs sortaient plus des abris cette année, de toutes les équipes. Là, je ne parle pas juste de toi, là, je parle de toutes les équipes. Il me semble qu'il y avait moins de constance dans la zone des prises. Peut-être. Il faudrait, encore une fois, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, par respect là, aussi. Mais il y a des gars qui ont beaucoup d'intégrité et qui ont travaillé fort. Il y en a qui avaient simplement pas d'affaires là, comme il y a des joueurs qui n'ont pas d'affaires dans cette ligue-là. Il y a aussi une question de respect. C'est des nouveaux gars. Fait que je pense sûrement qu'ils ont été testés plus par les gérants, peut-être même plus des gérants américains. Mais il y en a même qui se sont déchaussés. Il y en a au moins sans le nommer. Bon, on le sait, il y a eu victoire-défaite, ça n'a pas été la meilleure saison. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par l'équipe. 55 joueurs. De ta carrière d'entraîneur avec les Capitals, c'est-tu l'année où tu as vu le plus de joueurs passer? Puis tu as vu 2 de tes anciens coéquipiers qui sont venus te donner un coup de main aussi, Jonathan Marleau puis Josué Pellé. Là, j'ai comme 2 questions. Peut-tu s'attendre à les revoir eux aussi l'an prochain, de faire un tour une fois de temps en temps? Je sais pas. Dépendamment d'où on se retrouve. Il y a encore la possibilité qu'on se retrouve avec la Ligue Frontier. Si c'est le cas, on oublie les vétérans de cet ordre-là parce que c'est une ligue de plus jeunes. On aurait la chance d'avoir quelques vétérans. Là, donc, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. C'est 2 gars qui jouent, qui sont en shape, qui sont d'ailleurs encore en train de jouer aujourd'hui en finale de la Ligue senior ou en demi-finale de la Ligue senior. Donc, c'est des gars qui aiment le baseball, qui sont en forme, qui pourraient nous prêter main forte. Je ne sais pas ce qu'eux veulent faire, je ne sais pas où ils seront à ce moment-là, mais on a aimé beaucoup ce qu'ils nous ont donné au fil des ans et cette année. On verra. Dans un des joueurs qui a passé par l'équipe, un joueur junior qui est présentement avec les Diamants, qui s'en va en finale, Vincent Ruel, termine sa carrière. Je présume que vous l'avez sur votre radar, lui. Ça pourrait être éventuellement le prochain Québécois qui pourrait entrer dans l'équipe. Bien, on va à tout le moins l'inviter à l'amener au camp d'entraînement puis voir où il est dans quelques mois. On l'a beaucoup aimé, je le connaissais d'avance pour avoir coaché un petit peu au sport-études. Je sais qu'il y a de la difficulté pendant les séries. Là. Il est 5-0 avec une moyenne de 0, point de vérité de 0, donc c'est un petit peu plus difficile, mais
devrait s'en remettre. Mais non, c'est ça. Fait qu'on va au moins l'amener au camp. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il planifie de faire à cet hiver. Je sais qu'il veut revenir et qu'il veut tenter sa chance. C'est le type de joueur que de joindre la Frontier, ça pourrait grandement aider. Ça pourrait nous permettre d'avoir un ou deux jeunes Québécois de plus, peut-être. Salguero, Hodges. Moi, cette année, j'ai trouvé que c'est les deux joueurs qui avaient le plus d'intensité sur le terrain. Es-tu d'accord avec moi? Hodges, définitivement. OK. Salguero, on parlait d'erreur mentale là, tôt dans le partage. C'était un qui était responsable de 75% d'entre eux, d'entre elles. Mais mi-blague, parce qu'on l'aime beaucoup, puis il a été recruté de l'année pareil dans la Ligue, puis il amène beaucoup de positifs. Ouais. Donc, oui, c'est un gars qui est intense, mais intense mal placé des fois. Okay. Hodges, j'aime. Il en fait peut-être un peu trop, des fois. C'est ça, pas au bon moment, ces choses-là. Puis c'est des choses qui s'apprennent. On oublie que, oui, c'est un jeune, mais c'est un jeune qui n'a pas beaucoup de vécu baseball non plus. Fait que on veut qu'il a appris énormément cette année. Donc, on espère vraiment qu'encore une fois, l'an prochain, il va faire un autre grand pas dans la bonne direction. Puis qu'il va rapprocher du joueur qu'il peut devenir. Puis que s'il devient ce joueur-là, on va pouvoir le refiler au baseball affilié parce que il y a ce genre de talent-là. Hodges, lui, c'était à chaque balle, chaque. Lui, Jesse Hodges, chaque minute de sa vie est extrêmement intense. En dehors du terrain aussi? Ah oui, complètement. D'une façon ou d'une autre. C'est un passionné. C'est un passionné, il tripe baseball. Dans la chambre, il y a quelque chose à voir aller parce que avant qu'on saute tous sur le terrain, il fait toujours un petit quelque chose pour craquer la troupe. C'est un joueur d'équipe, c'est indéniable. Je pensais qu'il en donnait un petit peu plus sur le terrain. Lui aussi, je pense qu'il revenait un petit peu de la déception de la libération du baseball affilié. J'aimerais beaucoup le ramener. Je serais très curieux de voir comment il ferait une deuxième année avec nous quand il connaît, en connaissant le calibre. En plus d'être coach, des fois, il faut que tu sois psychologue. Tu n'as pas le choix. Tu veux pas leur remonter le moral. Pour être honnête, un coup que les joueurs sont ici, là, parce que mon travail de directeur général est très important à ce niveau-là. Un coup qu'ils sont ici, c'est plus être un psychologue sportif qu'un coach. Là, parce qu'au niveau physique et même stratégique, il y a du boulot à faire. Mais c'est vraiment m'assurer que les gars sont heureux, qu'ils sont à un bon endroit dans leur cœur, dans leur tête. Puis espérer que ça lève ensemble. En parlant de psychologie, comment tu as vécu la double mêlée générale contre Ottawa que Salguero a lancé bien malgré lui? Ça a été spécial parce que ça fait plusieurs années que je suis dans le monde du baseball et du baseball professionnel. Puis c'est la première vraie dans laquelle je suis impliqué. Souvent, les bancs sont vidés, mais ça jamais... C'était une vraie. Ça n'était une vraie. Les gars de l'autre... C'était étrange parce qu'on est proche d'Ottawa. J'étais un bon ami. Sébastien Boucher, c'est un chum. Philippe Aumont, c'est un ami de ben de mes gars. Richmond puis lui sont très très proches. Carl aussi. Fait que c'était spécial dans ce sens-là. On savait qu'on n'allait pas s'élancer et se frapper ad vitam aeternam. Mais ça a été honnêtement deux lurons qui ont amorcé le tout. Est-ce que ça va changer la relation entre les deux équipes ou y a-t-il une nouvelle rivalité qui est née lors de cette journée-là? Ça aurait très bien pu, mais honnêtement, non, parce que les gars, Pinto est parti sur leur bord, l'autre, on verra sûrement peut-être pas. Salguero est revenu, mais on expliquait à Boucher un petit peu l'individu. Comment qui est, là. C'est ça. Pas un méchant gars. Non, exactement. C'est un très, très bon petit gars. J'ai parlé à Salguero beaucoup aussi pour l'éduquer sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Puis encore une fois, il se sentait mal d'avoir un peu sans laisser tomber l'équipe. Mais il était suspendu quelques matchs. C'était un moment important. Puis, veut pas, c'est un geste stupide qui a fait que peut-être que de ses coéquipiers auraient pu être blessés. Ce qui a fait la force des Capitals depuis quasiment, je pense, la fondation du club en 1999, c'est les lanceurs. Peut-être la première année que là, ça n'a pas bien fonctionné. Puis entre autres, Arik Sikula, qui a connu une saison dans d'ici, Carl Gelina, qui veut lancer jusqu'à 40 ans. Puis je vais te poser une question. Est-ce que Carl Gelina pourrait faire un Dennis Eckersley lui-même, c'est-à-dire d'arrêter d'être lanceur partant puis de devenir peut-être un excellent lanceur de relève pour peut-être se rendre jusqu'à 40 ans? Puis, tu as Danny Paradis-Joua, tu avais ça aussi, qui a quand même fait sa place parce que tu lui avais pas donné facile au début de la saison pour lui. Là.
Danny, si on commence par Danny, il était arrivé au camp en ayant à peu près 0 chance de faire l'équipe. Puis c'est ce qu'on lui avait dit à la base pendant l'hiver. Pendant des journées, des semaines et des semaines, nous forçait la main de le garder. C'est lui qu'on coupait, puis il nous a forcé à le garder. Puis encore une fois, plus tard, c'était le même principe, puis il nous a forcé à le garder. Puis il y a toujours quelqu'un il dépassait toujours quelqu'un dans la hiérarchie. Donc, c'est une belle surprise. Vraiment, puis tout le mérite lui revient. Puis au début de l'année, il était là un peu par défaut, un peu parce que c'était un Québécois. À la fin de l'année, il était là parce que c'était un lanceur professionnel. Il a beaucoup appris, s'est beaucoup amélioré, puis c'est pas le même gars du tout début septembre, début mai. Là. OK. Puis, Carl Gélina, c'est peut-être une erreur de parcours cette année, ou c'est peut-être le poids des années qui commence peut-être Il n'a pas été aidé. Il n'a pas été non plus en offensive. Oui, mais tu sais, il y a différentes façons de voir ça. T'sais, tu regardes victoire-défaite, ça a été extrêmement difficile. Ouais. Si tu regardes sa moyenne de points mérités, c'est plus que respectable. Maintenant, comment on fait pour trouver des façons de remporter plus de victoires? Est-ce que physiquement, c'est sûr qu'il n'est pas peut-être plus le gars qu'il était au sommet de son art, mais en même temps, c'est statistiquement un de nos meilleurs lanceurs, puis c'est un joueur très important de l'organisation. Ça fait quelques années que c'est plus difficile au niveau des blessures puis de donner des manches. Cependant, c'est des erreurs, c'est des blessures bêtes. C'est pas son coude, c'est pas son épaule. On touche du bois. Donc, cette année difficile, elle est difficile à évaluer. Dennis Eckersley, il faudrait lui en parler, mais... Non, mais je voyais la comparaison. Je me disais que Dennis Eckersley a tellement allongé sa carrière en devenant de partant à lanceur de relève. C'est une question qui se pose. Carl Gélina a toujours détesté l'idée d'être relève. Donc, je vais te laisser lui apporter. OK. Je vais lui poser la question au pire personnellement. C'est pas bête. Peut-être qu'il pourrait descendre sur le côté aussi, mais on verra. Puis Eric Sekula, c'est une erreur de parcours cette année, là, carrément. Là. Je sais pas. Le talent est là. Honnêtement, il est arrivé moins en forme qu'il était par le passé. Il a toujours complètement dominé partout où il a passé. Ces 2 années avant cette année, ces 2 années avec nous ont été plus que dominantes. Ouais. Donc, on s'attendait à ce lanceur-là cette année, pas au Sekula qu'on a eu, qui a été très décevant, soyons honnêtes. Ouais. Donc, voilà. Son moral à lui en fin de saison? Mais le moral à tout le monde était plutôt bas parce qu'on est ici pour gagner un championnat. Ouais. Tout le monde que j'ai signé, puis c'est mon pitch de vente un petit peu avant de signer un gars. Donc, on s'attendait à peu près personne à ça. Lui, c'est un compétiteur fier. Il est très déçu de ses performances et très déçu de celle de l'équipe. OK. Richmond a connu d'excellentes sorties. Ouais. Il en a connu des vraiment très difficiles. Ouais. Vraiment les deux. Pourtant, c'est un gars, je pense, qui a aidé le coaching staff, qui a aidé dans le vestiaire. Est-ce que c'est comme ça que la saison s'est vraiment passée pour lui? Ça a été notre coup de cœur au niveau individu, puis au niveau leadership dans la chambre, indéniablement. On s'attendait à ce que d'autres gars prennent le lead. Ça a vraiment été l'équipe à Scott Richmond. Ça a l'air fou comme ça parce qu'on n'a pas été bon, mais dans le bon sens que ça a été. Il en a sauvé beaucoup, puis il a aidé beaucoup de jeunes et leur a démontré la voie un petit peu à ce que c'est d'être un lanceur professionnel. Parallèlement à ça, ça a été notre meilleur lanceur partant de loin, là, le plus constant toute l'année. C'est indéniable sur les 5. Ceux qu'il a perdu, il les a perdus solides, mais il en a gagné des bonnes. Mais il y a une séquence incroyable de départ où il donnait un point, peut-être 6 manches à chaque départ. Ça a été notre meilleur lanceur. On l'aime beaucoup. Je ne sais pas ce qui va arriver avec lui, il va avoir 40 ans. Son désir était de lancer jusqu'aux Olympiques. Si l'équipe nationale canadienne ne se classe pas pour les Olympiques, qui va être chose qui va être très, très difficile, ben, je pense que c'est la fin. Dustin Mulliken, tu l'attendais comme releveur numéro 1, comme closer. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités pour closer des games. C'est pour ça que c'est décevant ou pas, un petit peu. Même si au niveau statistique, ça a été une bonne saison. Ça nous rappelle à quel point, en ayant 4 vétérans, c'est difficile d'en garder un pour un fermeur de porte, là, un closer. Il a lancé 35 manches, peut-être. Ah, c'est pas vrai. Un petit peu plus parce qu'on l'a mis comme partant. Mais comme closer. C'est ça. Mais comme closer, c'est difficile parce que c'est une manche pas de temps en temps. C'est pas. Faut que tu sois ton prime. C'est ça. Puis il est un petit peu moins bon qu'on l'aurait pensé par moment. Puis pour ce que c'est, cette question, c'est un investissement d'argent, c'est un investissement de statut de vétéran également. Ça a été un gros morceau. On l'aime beaucoup comme être humain. Mais c'est ça. Ça nous refait. On le savait dans le fond
c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un vétéran. Vous preniez un guest pareil pour voir ça, si ça a marché. Puis on trouvait que c'était un morceau qu'on ne pouvait pas laisser aller. Jonathan Demott, probablement le meilleur éleveur de la saison. Oui, vraiment. Ça a été un gros coup de cœur. On l'a ramené avec nous. On se doutait qu'elle allait être pas pire. Puis il a été complètement dominant. C'est ça. Lui d'ailleurs. Mais il s'en va aux Olympiques l'année prochaine, probablement. Assurément. Assurément, Israël a été qualifié. Mais il a été pas mal un de leurs meilleurs lanceurs, donc il va être sur cette équipe-là aux Olympiques à Tokyo. Est-ce que ça change ta façon de voir pour l'année prochaine? L'année au complet change complètement ma façon de recruter pour le futur. Là, tu ne dois pas perdre des joueurs, là, comme tu as perdu pour la Canam cet été. C'est ça, pour la Paname, excusez. Exactement. Fait que, je ne peux pas me permettre de perdre des gars pour quelques semaines pendant la saison. Je pensais que ça allait être faisable parce que j'avais cru qu'on allait avoir un bon début de saison. Ceci dit, un membre de l'équipe israélienne, si c'est un gars qu'on adore comme John DeMarte, je suis prêt à le faire sans problème. Si, admettons, l'équipe canadienne se classait, ça allait changer. Ça changerait beaucoup comment je vais signer. On va le savoir quand? Premier 12 en novembre et un gros test. Okay. Il y a 6 équipes qui vont se classer pour les Olympiques. Ils ont une chance parmi... je pense qu'il y a 2 postes parmi 5-6 grosses équipes. Okay. Donc, tu vas avoir des nouvelles à temps pour faire ton groupe pour l'année prochaine. Personnel d'entraîneur, tu en fais partie évidemment, entraîneur-chef, avec Jelena et Smith. Ouais. Moi, toute la saison, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point les gars, avant chaque match, entraient sur le terrain convaincus qu'ils étaient la meilleure équipe, puis convaincus qu'ils allaient gagner cette game-là, puis qu'ils allaient faire les séries. Ouais. Comment tu faisais avant chaque match pour les craquer comme ça? On est des bons vendeurs quand même. Je sais pas, c'est des petites choses qu'on fait, qu'on essaie de s'assurer qu'on y croit tous, qu'on s'en va à la guerre ensemble, qu'on travaille là, dans la même direction. Mais tu sais, j'ai beaucoup aimé Tim Smith, c'était sa première année avec nous, on le connaissait très bien. C'est un autre gars rassembleur que tout le monde apprécie. Puis il a fait un boulot formidable malgré, encore une fois, nos résultats. Là. Mais tu sais, les gars l'ont aimé beaucoup. C'est un gars qui... Calme. Très calme, mais en même temps, tu sais, ses moments d'intensité, mais très préparé, puis le soir, puis il envoyait des mots aux joueurs pendant la nuit, les matins, les soirs, pour, tu sais, craquer la troupe un petit peu, puis préparer des petites vidéos, puis on sortait beaucoup de statistiques cette année, fait que, on l'a beaucoup aimé. Il amène une nouvelle dimension, je trouve, au personnel. En 2020, tu vas préparer cette équipe-là pendant l'hiver. Quel type d'équipe tu veux? Offensive, défensive, énergique? Comment tu veux bâtir ce club-là? Une équipe championne. Ah, ça c'est bon. C'est la meilleure réponse. Mais comment on bâtit une équipe championne? Oui, mais tu sais, c'est sûr que je veux retourner à ce qu'on avait d'avoir, de bâtir ça par le pitching, puis une rotation de partants dominante. Mais tu sais, c'est souvent qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce que tu peux signer. Donc voilà, on espère ça. On va prendre les joueurs clés, les joueurs qu'on aimait, qui sont encore sur notre alignement de cette année, puis on va aussi bâtir alentour de ça. Là. Donc c'est un mélange de plusieurs choses, mais définitivement une équipe de pitching avec une meilleure défensive qu'on l'a eu au début de saison. On réalise aussi que sur le synthétique, c'est pas une bonne surface pour une équipe rapide. Les buts volés ne fonctionnent pas ici pour différentes raisons. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir une équipe un peu comme Sussex qui vole une tonne de buts. Donc, ça ne sera pas dans cette direction-là. Donc, on va aller pitching, on va essayer de trouver un peu plus de puissance, là, des gars à la Jalen Jackson, à la TJ White si possible, puis en rajouter une coupe pour rendre ça plus excitant. Je sais qu'au début de la saison, cette année, tu étais un peu gêné du spectacle qui était offert sur le terrain pour les spectateurs, entre autres. Quand tu bâtis l'équipe, est-ce que tu penses aussi au spectacle, à faire aux spectateurs? Ou... Je pense beaucoup au spectacle à faire. Parce que, tu sais, on va le savoir bientôt avec les chiffres là, au niveau des nombres de spectateurs et de la réussite ou pas là, au niveau monétaire. Mais, tu sais, on réalise que les gens viennent encourager les capitales au fil des ans. Comme cette année, on a perdu plus qu'on a gagné, puis les gens sont quand même venus derrière, étaient quand même derrière nous. Donc les gens veulent un bon spectacle d'abord et avant tout. Donc en bâtissant ça, en signant un Jalen Jackson, je sais que c'est un gars qui va être apprécié. En signant des gars comme ça, un peu plus avec de l'épice, je sais que les gens apprécient ça aussi. Donc on va dans cette direction. La sauce que je place. Merci beaucoup, Roderick. Merci, Roderick. On vous souhaite une saison 2020 championne, comme plusieurs autres. Le 8e championnat. Merci.